Mon parcours professionnel, en fait, moi, il a commencé tôt, puisque je pense qu'en fait, sous mes premières expériences d'éducateur sportif, où j'avais 15 ans, je m'occupais des mini poussins, au basket, constitue ma première étape de parcours professionnel et ensuite à 17 ans, le fait de passer le BAFA constitue la suite de ce parcours et donc je me suis nourri pour ma part de ça, c'est-à-dire mes 1 fonctions, j'ai eu une formation en STAPS. Et puis, j'ai été aussi militant dans une association qui s'appelle les CEMEA à partir de mes 18 ans, où j'exerçais donc je faisais des formations. Tout ça m'a amené, globalement à exercer d'abord un peu comme animateur, socio-culturel, nous dirions aujourd'hui, et formateur et puis, éducateur sportif pendant plusieurs années, jusqu'à mes 25 ans où là, j'ai réalisé que c'était des métiers, dans lesquels la stabilité était pas forte ni les salaires et par conséquent, à 25 ans, j'ai passé le concours de professeur des écoles, même un tout petit peu avant, que j'ai obtenu et je suis parti tout de suite quasiment comme professeur des écoles spécialisées. Pendant cette formation-là, j'ai eu la chance de rencontrer, un collègue qui était responsable de l'information, qui s'appelle Philippe Patro et avait monté à Rouen une option pédagogie freinée. Et je crois que cette option a changé mon parcours, parce que moi qui connaissais assez bien l'éducation nouvelle par le CELOA, ça m'a permis de rencontrer la pédagogie Freinet qui m'a beaucoup nourri. J'avais lu, heu, j'avais lu quelques écrits de Freinet avant, mais rencontrer, les pratiques Freinet, a changé dès le départ ma trajectoire professionnelle d'enseignant et donc je suis devenu enseignant spécialisé. J'ai passé la formation enseignant spécialisé 1 an plus tard en SECPA, puis en réseau d'aide pour devenir maître E. Et dans ce contexte-là, j'ai dès le départ pratiqué la pédagogie Freinet. Je crois que j'ai jamais enseigné en fait, dans le cadre d'une forme scolaire traditionnelle, sauf mes 2 stages, puisque ça, c'était les attendus. Et puis dans ce cadre-là, je suis devenu maître E en RESED. J'ai pu, participer à des recherches, notamment avec l'INRP à l'époque, dont Philippe Merlieux était le responsable. Ça s'appelait la Charte pour, une école du XXe siècle, du XXIe plutôt. Et du coup, dans ce cadre-là, j'ai croisé les sciences de l'éducation, pour reprendre un DEA. Je travaillais sur de recherche-action dans mes écoles, qui m'a amené à faire une thèse et cette thèse, j'ai eu la chance de la faire avec Jean Housset, sur la question de la spécificité des pratiques des enseignants spécialisés et cette thèse m'a amené un peu par hasard, à bifurquer puisque pour moi j'allais continuer à être instit, hein, c'était pas, et j'adorais ce travail, mais on m'a proposé de devenir un TER. J'y suis allé et je suis pas revenu en fait, puisque derrière j'ai eu la chance d'être recruté comme maître de conférence, d'abord à Rouen où j'ai exercé du coup, à Rouen, différentes fonctions donc d'enseignant. J'ai assuré la direction du département quelques années. J'ai piloté pas mal de projets, autour de la réforme de la formation des enseignants. Dans ce cadre-là, ce qui m'a permis de comprendre qu'un enseignant-chercheur, c'est ni seulement un enseignant, ni seulement un chercheur, mais aussi un administrateur. Et puis dans ce contexte-là, j'ai fait au bout de 10 ans une HDR, heu, portant sur la question de l'étayage et me permettant de revenir sur différents projets qu'on a conduits pendant 10 ans avec des collègues, que je dois saluer parce qu'ils sont essentiels dans mon parcours professionnel, notamment tous les travaux que j'ai faits avec, l'Émilie Dubois, de Rouen, avec, Marie Vernon. On a fait beaucoup de projets ensemble et puis dans ce contexte-là, je suis parti en 2019 à Caen, à l'occasion d'un recrutement comme professeur, où j'ai la chance d'avoir à la fois été dans la continuité puisque je suis dans le même laboratoire et avec une différence sensible puisqu'au niveau enseignement, je suis arrivé à Caen pour, travailler dans 2 départements. Moi, je travaille et en département de sciences de l'éducation et mon deuxième mi-temps est dans l'inspé, ce qui m'amène à être un professionnel qui côtoie en permanence 2 cultures relativement différentes du rapport à l'éducation. Et dans ce parcours-là, du coup, depuis 2019, en fait, j'essaye de développer des enseignements portant sur mes objets de recherche, mais aussi beaucoup, sur la question de l'accompagnement des étudiants. Je suis convaincu que ce métier d'enseignant-chercheur, est un métier d'accompagnement essentiel, pour des étudiants qui, bien souvent, sont un peu perdus quand même dans l'univers universitaire. Donc voilà et donc je n'ai pas prévu, à court terme, de changer d'orientation professionnelle, mais peut-être qu'un jour, le retour à éducateur sportif, sera une fin pour moi.
moi, la question des auteurs, c'est quelque chose d'assez compliqué, enfin pas compliqué, mais en fait, je crois que j'ai deux sources d'inspiration qui sont pour certaines vraiment des auteurs du champ de l'éducation. J'ai eu la chance, quand j'avais 16 ans, de tomber sur le bouquin d'Élise Freinet parlant de la pédagogie freinée, et je me souviens que ça m'avait marqué. Ensuite, j'étais formateur BAFA au CMEA et là, j'ai lu beaucoup d'ouvrages, de grandes figures de l'éducation nouvelle, notamment, les ouvrages de Francine Best ou d'Henri Vallon, et je pense que ça m'a beaucoup nourri, dès le départ. Et puis après, quand j'ai rencontré les sciences de l'éducation, dans le champ d'abord dans ma formation d'enseignant, là, ce sont vraiment les écrits, de Philippe Mérieux, qui m'ont beaucoup marqué. Je me souviens d'une conférence de Philippe Mérieux sur Frankenstein pédagogue, qui m'avait complètement déplacé dans ma manière de regarder la question éducative. Et puis j'ai eu la chance de croiser ma bibliothèque d'une certaine manière, puisque, quand j'étais en formation d'enseignant spécialisé, je suis tombé sur 15 pédagogues. C'est le moment où Jean Housset avait fait tout ce travail de remise en perspective du patrimoine pédagogique. Et c'est un ouvrage qui m'avait beaucoup marqué parce que moi, je connaissais en gros que Freinet, et de découvrir l'ensemble des pédagogues à travers cet ouvrage. Et puis également beaucoup les travaux de Jean-Pierre Astolfi. Alors Jean-Pierre, ses travaux, moi, je les avais croisés plutôt comme enseignant, notamment dans ses écrits dans les cahiers pédagogiques. Et, euh, et dans ma formation enseignant spécialisé, c'est le moment où j'ai lu L'école pour apprendre, L'erreur, un outil pour enseigner, qui m'ont aussi déplacé. Donc en fait, voilà, pour moi, c'est des 3 figures tutélaires, en fait, à qui je dois beaucoup, à la fois intellectuellement dans cette formation. Puis j'ai eu la chance après, du coup, de travailler, donc avec Jean-Pierre Assolfi, Jean Housset à Rouen, ce qui a continué pour moi à faire, un lien fort, je dirais de filiation, intellectuelle par rapport aux travaux, de ce qui sont pour moi des très grandes figures de champ des sciences de l'éducation. Alors, contexte intellectuel, moi, j'ai l'impression d'écrire un livre depuis, 20 ans qui qui se poursuit, d'une certaine manière. Moi, je fais partie de ceux qui sont arrivés en sciences de l'éducation par hasard. J'ai été à la fois premier dans un concours, on dirait connu, je dirais, dans un concours de circonstances, mais c'est-à-dire très clairement, moi, je suis arrivé aux sciences de l'éducation par militantisme. Je militais dans les mouvements Freinet, je militais dans les mouvements d'éducation nouvelle. Et l'entrée en sciences de l'éducation, ça a été un prolongement de ce militantisme, avec l'idée que ce qu'on écrit doit avoir, des destinataires, et doit contribuer à changer les pratiques. Donc je pense que c'est le contexte intellectuel qui est le mien, depuis le début, que je poursuis, c'est-à-dire que je considère pour ma part que j'écris des articles universitaires pour, rendre compte de mon comment dire? Des travaux, quoi. Mais les ouvrages, c'est autre chose, c'est-à-dire, je pense que moi, j'écris beaucoup plus à destination des professionnels, des ouvrages qui seraient, disons, de vulgarisation, et qui ont vraiment vocation à la fois à faire le pont entre ce que nous pouvons produire, parfois de manière, un peu décontextualisée et distante sur nos savoirs de recherche en sciences de l'éducation, et puis, les préoccupations des collègues dans les établissements. Ça d'autant plus que moi je suis dans un registre de recherche, donc depuis ma thèse où j'avais travaillé donc sur les pratiques, la spécificité des pratiques des enseignants spécialisés en RASED. J'ai fait mon HDR sur la question de l'étayage des apprentissages, et donc dans ce cadre-là, une des entrées principales de ma démarche de recherche, c'est la recherche collaborative. C'est-à-dire une forme de recherche dans lequel on cherche avec les praticiens, et je pense que voilà, les ouvrages que j'ai écrits et les derniers, tout particulièrement, témoignent de cette idée, qu'une des fonctions des chercheurs en sciences de l'éducation, c'est à la fois de mettre en perspective et de valoriser les productions, qui viennent des mouvements pédagogiques, des collègues. Et moi, voilà, dans les ouvrages que j'écris, j'ai une dette énorme, vis-à-vis de l'ICN Pédagogie Freinet, vis-à-vis de l'OCCE, vis-à-vis des CEMEA, où je pense que je retraduis d'une certaine manière des choses que j'ai rencontrées dans ces mouvements-là, et puis aussi, surtout, les collègues qui nous accueillent, avec qui on peut d'une certaine manière construire ces savoirs, mais qui sont jamais des savoirs qui sont jamais que les nôtres, quoi.
C'est-à-dire tous les savoirs qui sont dans ces ouvrages sont des co-constructions et en ce sens-là, moi, je pense que le contexte intellectuel, pour revenir à la question initiale, c'est un contexte de passeur entre, le monde de la recherche, les préoccupations des professionnels et d'essayer que ces 2 mondes se parlent ou en tout cas d'écrire des choses qui parlent à ces 2 mondes. Par rapport aux enjeux finalement des idées qu'on peut faire passer dans nos recherches, moi je travaille sur des questions comme l'innovation pédagogique, mais pas comme un objet simplement voilà, d'étude, mais bien comme un objet, de pratique et en ce sens-là, les idées que je cherche à faire passer, c'est en tout cas qu'une autre école serait possible. Où il y a des articles ou des sondages. Il y a vraiment cette idée que, une autre école serait possible, une autre forme scolaire et je travaille ça à travers, l'idée qu'on peut déplacer, la fonction d'enseignant, par exemple, de celle de transmetteur vers celle d'organisateur, d'environnement d'apprentissage et donc je me suis emparé beaucoup, de l'idée de l'étayage. J'ai un petit peu déplacé par rapport à ce qu'en faisait Brunner, sur l'idée qu'on peut penser un environnement d'apprentissage pour qu'il soit finalement un étayage, c'est-à-dire quelque chose qui va faire appui aux apprentissages des enfants, des jeunes et donc à partir de cette notion-là, j'ai pu, développer d'autres idées. La première idée, je pense que c'est qu'un un environnement d'apprentissage, c'est d'abord un cadre et c'est un cadre ritualisé dans lequel, les enfants doivent être en confiance, dans lequel les éléments doivent être prévisibles, qui doit être ritualisé avec des systèmes de règles et là, ça m'a permis de rencontrer, d'autres chercheurs. Notamment, moi, je travaille sur cette question du cadre et un cadre coopératif, beaucoup avec les collègues de l'IRDEV, avec Sylvain Connac, mais aussi avec des collègues de Cergy comme Bruno Robe, sur la question de l'autorité éducative. Ce qui nous permet finalement de penser que, la question didactique, elle est présente, mais la question d'un environnement global étayant, je l'appelle comme ça, est centrale. Du coup, ça m'a amené à travailler aussi sur la question de qu'est-ce qu'on met dans cet environnement? Et donc à travailler sur l'aménagement des espaces. Donc là, j'ai travaillé sur les environnements la flexibilisation des environnements d'apprentissage, mais aussi sur les ressources, sur, les supports qu'on va pouvoir proposer à des enfants dans l'idée d'apprentissage autonome, on va dire. Même si, voilà et on n'est pas que dans l'autonomie fonctionnelle, on est dans l'idée d'une autonomie intellectuelle qui leur permette d'apprendre à travers leur propre dynamique, mais toujours avec une troisième dimension de l'étayage, qui est, les interactions. C'est-à-dire que très clairement, moi je suis dans une pensée dans lequel, d'un apprentissage qui est social, hein, dans lequel on n'apprend pas, tout seul et on apprend toujours, avec les autres, par les autres, parfois contre les autres, quand on est dans des formes de débat et donc cette dimension de l'étayage, je l'ai travaillé sur l'idée de réfléchir à l'étayage par des adultes, professionnels enseignants, par des adultes qui sont des adultes, étayants informels comme les parents, comme les accompagnateurs, comme les animateurs et puis aussi beaucoup dans l'étayage par les pairs. Et ça dans différentes situations, donc ça m'a amené à travailler et c'est l'objet du dernier ouvrage qu'on a fait avec, Sylvain Connac et Andrea, Capitonescu-Benetti. C'est-à-dire, on a consacré ça à la question d'un outil qui nous paraît très intéressant et central pour penser une pédagogie différenciée non stigmatisante, qui est le plan de travail. Et donc dans cet outil-là, il y a à la fois l'idée de réfléchir à comment on apprend aux enfants à s'organiser, quel type de support on leur propose, mais aussi comment le fait qu'on soit dans un environnement coopératif va permettre que, quand dans un travail qui pourrait paraître individuel, en fait, je suis dans un travail qui s'inscrit dans une dynamique coopérative parce que, quand je sais pas faire, je peux demander à un copain qui m'aide, qu'il y a des dynamiques tutorales, et ce genre et je pense que voilà, l'idée que j'essaie de faire passer, moi, dans l'ensemble de mes travaux, c'est cette idée que cette forme scolaire, elle est amendable, modifiable et après peut-être une deuxième grande idée, qui est l'idée qu'il y a pas de bonne méthode, en fait. C'est que toute méthode, la bonne méthode d'un contexte est la mauvaise méthode d'un autre contexte et que donc nous avons besoin de nous enrichir de l'ensemble du patrimoine pédagogique pour, selon les contextes, reconstruire des configurations qui soient à peu près fonctionnelles. Et par rapport à cet enjeu-là, je pense très fortement qu'il y a à réfléchir, c'est un axe que je développe quand même beaucoup, il y a à réfléchir à la progressivité du changement.
C'est-à-dire comment on peut, nous, enseignants en sciences de l'éducation, selon ce que j'appelle moi la zone de changement acceptable, des personnes, c'est-à-dire en référence à Vygotsky quoi, une zone proximale de développement professionnel. Comment certains changements vont pouvoir être investis par des personnes dans quelque chose qui leur paraît faisable, mais qui d'autres changements leur paraîtraient vraiment trop une trop grosse mise en difficulté et freiner. Lui-même avait beaucoup travaillé cette question-là à travers la métaphore de l'escalade, de la nécessité de ne pas se mettre en danger quand on introduit un changement et puis comment, bah, d'autres pratiques qui sont des pédagogies de rupture beaucoup plus fortes avec la forme scolaire, quand je vais rentrer dans la pédagogie Freinet ou Montessori ou de Crowley, celles-là nécessitent finalement un point de départ de collègues qui sont déjà engagés, motivés, convaincus et qui vont accéder à ces pratiques à partir du déjà là. Donc voilà, mon idée forte, c'est qu'on ne construit pas la formation des enseignants comme ça, ex nihilo, mais on la construit bien à partir de leur déjà là, ce qui implique des formats qui sont parfois un peu différents de ceux qui sont dominants aujourd'hui. De mon point de vue, la difficulté, c'est que ce qu'on essaie de mettre en place, c'est déjà la possibilité qu'il y ait un peu de liberté pédagogique, permettant une diversification des formats. Dans les établissements, j'ai la chance de travailler avec des équipes enseignantes, dans des collèges ou des écoles primaires et une forte contrainte pour eux, c'est le cadrage. L'uniformité du cadrage national, par exemple en France, qui fait que tout ce qui est expérimentation pédagogique, c'est quand même relativement compliqué. Donc je pense que là, il y a un enjeu à accepter que les pratiques ne soient pas uniformes, même que si, et qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre, de l'ajustement des modalités, des formats, selon les territoires, les personnes, les pratiques. C'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu pour moi, c'est la formation. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, ce que nous portons dans moi, mon courant, appelons ça la recherche en pédagogie, en sciences de l'éducation, nous sommes, progressivement, de moins en moins présents dans la formation institutionnelle, des enseignants, mais pas seulement des enseignants, des éducateurs, des animateurs et je pense que du coup, on se retrouve avec des professionnels qui sont souvent des bons techniciens, mais qui sont formés à une méthode, pensée comme étant une méthode unique et qui ont une réflexivité, qui s'inscrit finalement dans une démarche quasi personnelle et les espaces de formation, ne favorisent pas la réflexivité critique, la capacité alors cette les textes disent le contraire, hein, mais nous, dans nos travaux, on voit bien que, heu, il n'y a qu'une catégorie, notamment les travaux sur l'innovation, il n'y a qu'une catégorie de professionnels qui s'autorisent finalement à penser un petit peu, au-delà des cadres, à sortir, un peu des sentiers battus. Alors dans ces cas-là, ça me donne des innovations extrêmement intéressantes, hein. Je crois que c'est le cas aujourd'hui, de ce qui se joue avec les réseaux sociaux, sur le courant des pédagogies coopératives qui se sont développées en dehors de l'institution, le courant de l'école dehors, le courant des classes flexibles, le courant de la pédagogie Montessori. Donc on voit bien qu'il y a, une envie, chez beaucoup de professionnels de trouver d'autres réponses parce que en gros, je pense qu'ils se rendent compte que la réponse un peu uniformisée ne correspond pas aux besoins de leurs élèves. Mais malgré tout, c'est rendu assez difficile parce que la rencontre avec les travaux de recherche qui portent sur ces objets-là relève d'une démarche quasi personnelle, voilà, ou militante dans le champ des mouvements. Et je pense qu'il serait important qu'on ait, des espaces de formation des éducateurs, qui soient beaucoup plus pluriels et qui laissent une place à un nombre d'épistémologies beaucoup plus diverses. Alors ça, en plus, ça a été renforcé depuis une dizaine d'années avec des injonctions à enfin, une fausse opposition entre une recherche qui serait une recherche expérimentaliste, translationnelle, fondée sur la preuve, qui s'opposerait à la bonne vieille recherche bricolée, des sciences humaines qualitatives que nous présentons. Moi, je pense que c'est une fausse opposition, que ces courants sont totalement complémentaires et que, on verra jamais comment un enfant apprend uniquement par rapport à un IRM, mais bien aussi en l'observant en situation et donc il me semble que faire avancer tout ça, c'est arriver à refaire dialoguer, ces chapelles qui aujourd'hui fonctionnent un peu, dans des couloirs un peu distincts, d'opposition. Alors que, in fine, pour moi, le seul enjeu, c'est qu'on améliore les pratiques, à partir de la complexité et je crois que c'est cette idée de penser la complexité
qui a pas forcément bonne presse parce que toute la recherche du politique, c'est d'essayer de trouver une solution simple à ce problème extrêmement complexe. Je pense qu'il y en a pas et que donc faire avancer cette question, c'est remettre en place, tout un tas d'essais pédagogiques et aussi ma dernière chose pour moi, c'est se nourrir de l'histoire. C'est-à-dire très clairement, je pense que, sur les enjeux éducatifs, nous sommes dans une forme d'amnésie. On redécouvre en régulièrement l'eau tiède, parce que, l'histoire des idées, l'histoire des pratiques est quasiment plus présente dans la formation des éducateurs et il n'y a que dans les espaces universitaires qu'elle se transmet. Ce qui fait que, bah, moi ça m'est arrivé plein de fois d'arriver dans des espaces où les collègues me présentent des pratiques innovantes, dont je sais pour ma part qu'elles étaient très en vogue au début du XXe siècle. Et donc là, il s'agit aussi de se renourrir de cette histoire, parce que, quand je parlais au tout début des figures pédagogiques qui m'ont inspiré, quand on prend Freinet, quand on prend Montessori, quand on prend, De Crowley, on est au début du XXe siècle et pourtant les textes écrits par ces pédagogues sont d'une actualité. On peut prendre aussi des pédagogues du XIXe siècle, qui ont écrit des textes d'une actualité. Si je prends Jacotot, ça m'amuse toujours de relire Jacotot, ils doivent pouvoir nous inspirer et il me semble que là, le changement passe par une réorganisation ou en tout cas, une rééquilibrage, de la formation des acteurs.